Est-ce qu'il vous est déjà arrivé des choses dans votre vie que vous n'expliquez pas? Et quand je dis quelque chose que vous n'expliquez pas, je ne veux pas parler de paranormal. C'est possible, et si c'est le cas, sachez que vous n'êtes pas tout seul. J'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter pas des histoires d'horreur qui ont été partagées sur Reddit, on reste sur le forum, mais là j'ai trouvé quelque chose qui m'a pas mal intrigué, parce qu'il y a un forum qui existe qui s'appelle The Truth is Here. Traduit littéralement en français, la vérité est ici. C'est un endroit sur Reddit où des personnes comme vous et moi partagent des expériences étranges qu'ils ont vécues, qui ne sont pas en lien avec du paranormal ou de l'horreur brute, comme je peux vous le retranscrire dans certaines vidéos, mais qui sont en lien avec des moments de vie que ces personnes n'expliquent pas. Vous verrez au fur et à mesure des histoires de quoi je veux parler. En tout cas, j'espère que cette vidéo et ce sujet vous intéresseront. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Si vous-même vous avez des expériences que vous n'expliquez pas, n'hésitez pas à m'en faire part sur Instagram, IconTV, que je vous affiche juste ici. Peut-être que vous vous reconnaîtrez dans certaines expériences qui ont été partagées et que vous aurez vous-même envie de m'en faire part. Ça pourrait être un autre type de vidéo autre que les 3 abonnés. Évidemment, je suis totalement ouvert également à lire vos expériences terrifiantes que vous avez pu vivre comme d'habitude. Si vous êtes maintenant bien installé et prêt à écouter ces différentes histoires, laissez-moi vous raconter la première qui compose notre liste. La première histoire que je vais vous partager a été publiée par un utilisateur de Reddit appelé Informed in the Chaos. Cet utilisateur de Reddit dit qu'il a déjà vu passer le même type d'histoire que la sienne sur le forum et que c'est cela qui l'a encouragé à témoigner. Dans son cas à lui, ce qui s'est passé, c'est quelque chose avec son enfant, sa petite fille. Quand ma fille avait à peu près 4 ans, elle a commencé à parler de la dernière fois. Elle me disait des choses comme « Oui, mais ça s'est passé la dernière fois, pas maintenant, quand j'étais plus vieux que toi, pas quand tu étais ma mère. » C'est le genre de choses que la fille de l'utilisatrice, donc, qui n'est pas un utilisateur, j'avais une petite erreur, et bien ce que cette fille pouvait dire à sa mère lors de différentes conversations. On peut penser que ce sont simplement des paroles d'enfant, quelque chose qu'on pourrait cacher sous le tapis, mais l'utilisatrice de Reddit nous informe qu'un jour, alors qu'elle était assise sur son lit en compagnie de sa petite fille, toutes deux étaient en train de parler de choses et d'autres, pas de sujets notables, sa fille lui a dit, par rapport au sujet de conversation traité qui évoquait certains souvenirs, qu'elle était, au moment du souvenir en question, sa grand-mère. Oui, la petite fille affirmait être la grand-mère de l'utilisatrice de Reddit, donc être en quelque sorte une réincarnation de sa propre arrière-grand-mère. Je suis morte avant que tu naisses, donc j'ai voulu te rencontrer. Ta sœur est décédée, donc j'ai dû attendre que tu aies toi-même une fille. C'est cette information qui a littéralement choqué l'utilisatrice de Reddit. Effectivement, elle avait une sœur jumelle. Sauf que cette sœur jumelle n'a pas grandi avec elle, c'est un bébé qui est mort à la naissance. Et l'utilisatrice de Reddit en est sûre, elle n'a jamais évoqué ce sujet avec sa fille. Effectivement, ça peut être un sujet assez difficile à aborder avec une petite fille de 4 ans. Donc, après vérification, notamment auprès de sa propre mère, la petite fille n'a eu aucun moyen de savoir qui était l'arrière-grand-mère et que l'utilisatrice avait une sœur jumelle à la naissance. C'est un témoignage que l'utilisatrice de Reddit a posté. Elle croit à la notion de vie antérieure et que les souvenirs de ces vies sont notamment très présents au cours de l'enfance, et elle est sûre et certaine que sa propre fille, la petite fille de 4 ans, a, au cours des événements partagés pendant le témoignage, eu des souvenirs de sa vie antérieure qui n'est pas les souvenirs de n'importe qui, ce sont les souvenirs de la grand-mère de l'utilisatrice de Reddit qui a partagé son histoire sur Reddit. Le temps a passé et la petite fille de 4 ans doit avoir à peu près aujourd'hui entre 14 et 15 ans. Et sa mère a fait une mise à jour concernant l'histoire qu'elle a partagée. Elle dit que à partir de à peu près 11 ans, sa fille a commencé à oublier tous les fameux souvenirs qui auraient appartenu à sa grand-mère. Chose qui semble coller avec toutes les histoires que j'ai pu voir sur les cas de souvenirs de vie antérieure. C'est là que le premier témoignage se termine. C'est quelque chose qui n'est pas forcément effrayant, ça peut surprendre quand ça nous arrive, c'est quelque chose de très intéressant, mais qui englobe un sujet beaucoup plus large qui n'est pas celui de la vidéo. Là, c'était un peu pour vous introduire le type d'histoire dont je pourrais parler. Mais sur Reddit, en cherchant bien, on peut trouver vraiment un forum dédié aux vies antérieures. Peut-être que ça pourra faire l'objet d'une vidéo à l'avenir, raconter plusieurs histoires de personnes qui présentent leur vie passée, mais sachez que bien que cette histoire soit mystérieuse et pas forcément
forcément effrayantes, qu'on pourra tomber pendant la vidéo sur des histoires qui seront un peu plus glaçantes. Dans ce second témoignage, je vais vous partager le récit de quelqu'un sur Reddit qui a pris le pseudonyme de She's a Goose. Cette personne raconte une histoire qui est en lien avec le décès de son père. Mon père avait un cancer de la gorge et du poumon, et nous vivions ensemble pour que je puisse prendre soin de lui. Il allait plutôt bien, c'était un homme stoïque, toujours de bonne volonté. Il avait ce cancer depuis 3 ans et n'avait à l'origine que quelques semaines à vivre. La thérapie fonctionnait au début, mais après des années, mon père était méconnaissable, presque cadavérique. Il avait perdu énormément de poids et il était incapable de marcher sans être essoufflé, toussant régulièrement. Et il dormait aussi énormément. La fin de sa vie n'en était clairement pas une. Mais je pense que je serai hanté par ce dont j'ai été témoin lors de notre dernière année ensemble. Cette année, c'était l'année 2020. La personne qui partage ce témoignage dit qu'elle était rentrée chez elle et juste avant de mettre sa clé dans la serrure, elle a ressenti quelque chose intérieurement, comme un gros manque. Aucune raison n'explique cela parce que la personne avait passé une belle journée au travail, elle avait d'ailleurs beaucoup rigolé, mais en entrant dans la maison, c'est comme si cette personne avait ressenti que son père était parti. C'était bien le cas. La personne qui partage ce témoignage a retrouvé son père, qui avait l'air paisible. Il a perdu la vie dans son sommeil, probablement peu de temps après que la personne qui raconte son histoire soit partie au travail. Beaucoup de monde ont été prévenus, les proches, les frères et sœurs de la personne qui raconte son histoire. Alors je ne saurais plus dire quels sont les services compétents qu'on appelle dans ce genre de circonstances. Est-ce que c'est les pompes funèbres directement ou une ambulance ou quelque chose comme ça, mais en tout cas des services pour prendre en charge la dépouille du père sont contactés. Il y a un temps de recueillement qui est réalisé, on va dire les derniers adieux au corps du défunt, et une fois que tout le monde est parti, la personne qui partage son témoignage décide de passer un peu de temps chez sa mère pour ne pas rester seule dans cette période difficile. La personne a fait un sac, sa mère était venue évidemment pour apporter un soutien, et alors qu'elle était dans la chambre d'amis en train de chercher un pyjama, elle a senti une odeur qui lui était familière. C'était une odeur légère d'alcool mélangée à des odeurs de cigarettes, une odeur que la personne qui partage son témoignage reconnaît car elle la sentait beaucoup quand elle était âgée d'environ 4 ou 5 ans. Cette odeur, c'était l'odeur que son père avait quand la personne était encore enfant. Immédiatement, elle a appelé sa mère elle aussi a senti les fameuses odeurs, et ensemble, elles ont été pris d'un sentiment, non pas de peur, mais d'un sentiment presque chaleureux. C'est comme si le père faisait ses derniers adieux à sa famille avant de partir pour l'éternité. La mère de la personne qui partage cette histoire sur Reddit ainsi que la personne elle-même sont pourtant des personnes qui ne croient pas du tout dans le paranormal, ils ne croient pas aux esprits. Mais là, toutes deux pressentaient qu'il y avait quelque chose. Plus tard, la personne est revenue dans la maison, mais cette fois-ci, l'odeur avait complètement disparu. C'est là que ce témoignage assez dur s'arrête. C'est quelque chose d'inexplicable. Je trouve que c'est un beau témoignage. Le fait de pouvoir faire en quelque sorte cet adieu, je trouve que c'est beau, sachant que la personne qui a raconté tout cela n'a pas vu son père directement perdre la vie vu qu'elle était au travail. On peut évidemment penser à quelque chose de spirituel, mais on peut aussi se dire que c'est peut-être le choc de la perte de l'être aimé qui fait que le cerveau a déclenché quelque chose avec le choc, qui ont fait que la personne qui raconte l'histoire a ressenti l'odeur. Après, là où c'est assez surprenant, c'est que la mère est venue et l'a senti aussi, et que cette odeur semblait en fait dans une pièce. C'est un témoignage qui me laisse un peu sans voix, je l'admets. Dans ce troisième témoignage, je vais vous présenter quelque chose qui a été partagé par Mortis Malou. Là aussi, c'est pas une histoire qui sera des plus joyeuses car on va encore une fois parler de décès. Quand j'avais 13 ans, mon frère aîné, qui lui avait 18 ans, étions en route pour aller au cinéma. Mais nous avons eu un accident. Nous avons été renversés par un conducteur qui était ivre. Je me suis réveillé à l'hôpital 4 jours plus tard, après avoir perdu ma jambe droite, et l'autre jambe était plâtrée. J'avais d'autres blessures. Cette nuit-là, je me suis réveillé avec mon frère assis près de mon lit, me disant que tout irait bien, et je me suis endormi. Le lendemain, mes parents sont venus me rendre visite pour voir comment j'allais. J'ai demandé pourquoi mon frère n'était pas avec eux et ils se sont regardés
mais n'ont rien dit. Cette nuit-là, je me suis encore réveillé et mon frère était là, assis près de mon lit, me disant qu'il savait que je pouvais m'en sortir et que je devais être fort pour surmonter cette épreuve et ne pas laisser mes blessures m'empêcher de vivre ma vie. Nous avons discuté un petit peu. Il ne répondait pas à des questions spécifiques, mais il répondait de manière assez vague à des questions plus générales. Je me rappelle lui avoir demandé pourquoi il portait encore les mêmes vêtements, parce que ça ne lui ressemblait pas du tout. C'était quelqu'un qui aimait beaucoup s'habiller, avoir son style, donc il ne portait jamais 2 fois les mêmes vêtements d'affilée. Il ne m'a pas répondu à cela, mais lorsque je lui ai demandé comment il allait, il a répondu qu'il allait mieux qu'il ne le pensait, compte tenu des circonstances. Il m'a rappelé encore une fois d'être fort et de continuer à vivre ma vie, de ne rien laisser m'arrêter. Avant de me laisser me rendormir, il m'a dit à quel point il m'aimait. Le lendemain, encore, mes parents sont venus me rendre visite à l'hôpital et, encore une fois, mon frère n'était pas avec eux. Je leur ai demandé pourquoi et, de nouveau, comme la première fois, ils se sont regardés. Je leur ai dit que je préférerais que mon frère vienne avec eux en journée pour me rendre visite, que ça me laisserait plus de temps pour parler avec lui plutôt que de venir en plein milieu de la nuit. Et mon père m'a demandé ce que je voulais dire par là. Je lui ai dit que mon frère venait la nuit et ma mère, en entendant cela, a fondu en larmes et a quitté la pièce. Mon père a posé sa main sur mon épaule et il m'a dit que c'était impossible, car mon frère a perdu la vie sur le coup pendant l'accident. Je n'y croyais pas, c'était impossible. Comment j'aurais pu parler à mon frère s'il avait perdu la vie? J'ai commencé à m'agiter, à tel point que les médecins ont dû m'administrer un sédatif. La nuit qui a suivi, je n'ai reçu aucune visite. Mon frère n'est pas venu. Et le lendemain, encore, mes parents m'ont apporté un article de journal qui parlait de l'accident que j'avais eu. Je n'ai jamais compris ce qu'il s'était passé, mais des années plus tard, ma fiancée a eu une expérience très étrange mais à peu près similaire avec mon frère également, alors qu'elle ne l'avait jamais vu, que ce soit en face à face ou en photo. Et pourtant, elle a été capable de le décrire en détail et de me dire ce qu'il portait. Ce sera une histoire que je partagerai une autre fois, mais ça me réchauffe le cœur de savoir que mon frère est toujours là et qu'il veille sur moi et sur ce que j'aime. Nous avons abordé des histoires un peu étranges qui peuvent un peu frôler le paranormal, mais dans cette 4e histoire, maintenant, on va commencer à rentrer dans des histoires qui sont plus glauques et qui, quand on s'interroge à leur sujet, peuvent faire clairement froid dans le dos. Cette histoire a été partagée par un utilisateur qui s'appelle B52 Bombcell. Ici, un peu comme un thread Reddit, pour simplifier le récit de l'histoire, on va appeler la personne qui vit les événements Jessie. Jessie nous dit que quand elle avait 9 ans, elle a dû fuir en pleine nuit avec sa famille parce que son père qui était policier avait tiré sur un membre d'un gang et la famille devait donc fuir car elle était potentiellement en danger à cause de représailles suite à ces événements. C'était dans les années 1970 et donc Jessie et sa famille ont roulé en voiture aussi loin qu'ils le pouvaient dans le Colorado. Jessie faisait partie d'une famille nombreuse. Effectivement, en plus d'elle, il y avait 7 autres enfants, tous âgés entre 3 et 17 ans. Au bout de la route, la famille s'est retrouvée dans un hôtel avec une piscine intérieure et autour de cette fameuse piscine, c'est là qu'étaient disposées les fameuses chambres. Voulant se détendre un petit peu, Jessie et ses frères et sœurs sont allés se baigner pendant que ses parents, eux, les regardaient tranquillement depuis le balcon de leur chambre. Il y avait d'autres personnes dans cet hôtel et de fil en aiguille, Jessie s'est liée d'amitié avec une jeune fille qui nageait au même moment qu'elle, qui était peut-être un peu plus âgée que Jessie, elle avait entre 11 et 12 ans. Dans cette histoire, Jessie appelle la jeune fille Beth. Elles se sont amusées et Jessie a remarqué qu'il y avait un homme avec la jeune fille, donc elle a demandé si c'était son père et Beth a répondu que non. D'ailleurs, elle ne savait même pas comment cet homme s'appelait. En ayant marre de nager, Jessie a décidé de s'installer sur des transats, poser sa serviette tranquillement pour se détendre. Elle nous dit qu'à ce moment des événements, elle était de nature hyper vigilante, à faire attention à tout ce qui l'entourait, et en plus dans cette période-là précisément, de par la situation que traversait sa famille, elle l'était encore plus. À un moment donné, Beth s'est installée à côté d'elle et elle a été rejointe par un autre homme, pas le même que Jessie avait vu un peu avant. Et étonnamment, cet homme n'était pas vêtu de maillot de bain comme on pourrait le penser pour une piscine. Il était habillé, pas en costume, mais il semblait, de par son accoutrement, qu'il était quelqu'un d'assez aisé. L'autre homme que Jessie a vu a plus tard rejoint Beth et l'individu qui était déjà là, et ensemble ils ont commencé à parler de Beth. La jeune fille était repartie sur le plongeoir et les deux hommes ont eu une conversation
des plus surprenantes. Il parlait du physique de la petite fille, de sa poitrine, ses jambes, et ils en parlaient d'une manière très sexuelle. Et à un moment donné est venu sur la table le sujet d'un prix, le prix que valait Bess. Concrètement, Jesse entendait les deux hommes en train de parler entre guillemets, et d'une manière très malsaine, affaire, c'est-à-dire que l'un des deux hommes voulait acheter Bess. Et au bout d'un moment, un des deux a dit « Bon ok, je vais l'emmener, allons préparer ses affaires ». Et il est parti d'une manière très excitée, comme s'il venait de faire l'achat de sa vie. Mais l'homme, avant de se lever et de partir, a regardé Jessie qui était à côté, il lui a souri et il a dit « Elle, comment elle s'appelle ?» L'autre homme a répondu « Elle n'est pas à moi, mais tu voudrais qu'elle s'appelle comment ?» Ils ont rigolé, Jessie était extrêmement mal à l'aise, elle a levé les yeux vers sa mère qui était sur le balcon et sa mère lui a fait un signe du style « Viens voir ». Immédiatement, elle s'est levée. Les deux hommes ont rejoint Bess qui était dans l'eau, ils lui ont dit de sortir, elle n'avait pas envie, mais ils l'ont forcée, la conversation était assez tendue et la dernière fois que Jessie a vu Bess, elle quittait la piscine en compagnie des deux hommes. Une fois de retour dans la chambre d'hôtel, Jessie a parlé de ce à quoi elle avait assisté à son père. Son père s'est rendu à la réception pour poser des questions, sauf que la réception n'a pas semblé vouloir s'impliquer plus que ça dans l'affaire. Le papa de Jessie a fait un tour dans l'hôtel, mais les deux individus et Bess étaient partis. En tant que bon policier, le père a appelé des confrères de la police locale pour leur signaler ce qu'il s'était passé. Mais ensuite, Jessie ne sait pas du tout ce que cette affaire est devenue. Jessie est persuadée, avec le recul, et même elle s'en doutait au moment des faits, que Bess a été vendue. Elle était la victime d'un trafic d'enfants. Elle nous dit que les années 70 a été une période assez sombre concernant la présence de tueurs en série, concernant le fait qu'il y ait beaucoup d'enlèvements, d'agissements aussi de prédateurs d'enfants. Elle-même d'ailleurs a été la victime de tentatives d'enlèvement à 2 reprises. Elle pense avoir croisé Ted Bundy. Est-ce que c'est le cas? C'est assez compliqué à dire, sachant qu'on ne sait pas quelle est la suite de cette histoire. Si jamais les personnes avaient été arrêtées, Bess retrouvée, on aurait pu démêler le fil de cette affaire et de ce mystère. Effectivement, par rapport au témoignage seul de Jessie, on peut penser que c'est le cas, qu'il y a bien eu vente d'un enfant, chose qui est absolument abominable. Dans cette dernière histoire, je vais vous présenter quelque chose qui a été partagé par un utilisateur ayant le pseudo Whitney Reneby. Cette personne explique que sa mère, son beau-père, sa grand-mère, son frère et ses 2 sœurs vivent dans une maison en Oklahoma. Il y a des voisins, mais ils sont assez éloignés, la maison se trouve dans une zone plutôt rurale. Quelques jours avant la publication du post sur Reddit que je vous partage, la mère de l'utilisateur Reddit a consulté son téléphone et à l'intérieur de celui-ci, elle a trouvé 3 photos. Une photo d'elle qui dort, une autre photo du beau-père qui lui aussi est en train de dormir et une dernière photo d'une des plus jeunes sœurs de la famille qui elle aussi est dans un profond sommeil. Ces photos ont été prises vers 3h du matin et le mystère de cette histoire, c'est que personne ne sait d'où ces photos sortent. Ce ne sont pas des selfies, ce sont bien des photos qui ont été prises par quelqu'un, mais qui, personne ne sait le dire. La personne qui partage cette histoire connaît sa famille, personne n'a des problèmes de somnambulisme, la personne sait aussi que personne ne jouerait à ce type de jeu, ne prendrait pas des photos comme ça sans dire que c'est elle. En plus, il est improbable que quelqu'un soit réveillé à cette heure-là, 3h du matin. Et ce qui est vraiment très étrange sur ces photos, c'est que les photos sont prises de manière très proche. C'est assez surprenant et ça surprend d'ailleurs beaucoup de personnes que personne ne soit réveillé au vu de la proximité de la prise des photos. En plus, la famille a 5 chiens qui aboient facilement quand il y a des personnes qui passent à l'extérieur, ce genre de choses. Et là, il y a eu un silence complet. Donc, qui pourrait être à l'origine de ces photos? Pour la famille, ce n'est absolument pas un intrus. Donc si ce n'en est pas un, qui sait? Première théorie que moi je mets sur le tapis, c'est sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent dans la maison, c'est une des personnes qui a pris les photos comme ça et qui a oublié peut-être qu'elle les a prises. Pourquoi pas? Autre théorie mise sur la table, théorie qui est très floue. La personne qui a partagé les photos a fait quelques modifications, a retouché un peu l'image en augmentant la luminosité, la saturation, etc. Et on pense voir en tout cas, c'est sûr que si on conditionne son esprit pour voir quelque chose, on peut le voir, mais on dirait qu'il y a effectivement une ombre sur une des photos. Est-ce que c'est l'ombre de quelqu'un ou de quelque chose? On ne sait pas. Chose qui est avancée, là c'est plus pour ceux qui pensent au paranormal, les photos ont été prises à 3h. Heure qui n'est pas une heure anodine. Pour rappel, c'est une heure qu'on appelle soit l'heure du diable, soit l'heure des sorcières. Car c'est apparemment à cette heure-là précisément dans la nuit qu'on peut
maximiser nos chances, si on peut appeler ça des chances, de rentrer en contact avec des esprits ou d'assister à des événements paranormaux. Ça pourrait être intéressant si on veut développer cette théorie-là paranormale, de se renseigner sur l'histoire de la maison, savoir s'il n'y a pas eu des événements étranges, glauques, qui ont eu lieu, qui pourraient justifier peut-être d'une hantise. Après, un fantôme qui prend des photos, j'ai jamais vu ça, il me semble. Mais quoi qu'il en soit, cette histoire est un mystère. Libre à vous dans les commentaires de faire vos propres théories. Peut-être que vous avez même des éléments scientifiques, ou vous allez me dire que peut-être dans une phase de sommeil, il est possible que ce genre de choses se produisent, que, je sais pas, par mimétisme peut-être, hein. Si le téléphone est à côté, que la personne prenne des photos, je ne sais pas. Je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez. Je ne pense pas, personnellement, qu'on aura en tout cas une réponse finale et définitive à ce qui s'est passé. Je pense que ça restera à l'état de mystère. Et voilà les amis, on a fini pour cette vidéo assez particulière, je l'admets. J'espère que ça vous a plu. Moi j'ai aimé en tout cas vous partager ces histoires, on voit un peu tout, ça reste plutôt des choses mystérieuses plus que vraiment glauques, même si on a deux histoires qui nous amènent à réfléchir. Une est vraiment très sordide. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous pensez de toutes ces histoires en commentaire, si vous-même peut-être vous avez vécu des expériences qui se rapprochent de tout cela. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Instagram, IconTV, si vous voulez suivre les différentes annonces, me donner des idées peut-être pour des vidéos, me partager vos histoires, c'est là-bas que ça se passe. Dites-moi en commentaire aussi si ce sujet-là, ce type de vidéo vous plaît, peut-être un peu plus léger que l'horreur que je peux faire habituellement sur la chaîne, mais de temps en temps je pense que ça peut faire du bien de relâcher un peu la pression. C'était un plaisir en tout cas pour moi de vous partager ces histoires, de faire cette vidéo. Nous on se dit à très vite dans une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, c'était Aiken, salut.